Salut, vous êtes sur After CAN, votre rendez-vous foot pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations. Troisième soirée avec nous pour parler de 3 matchs qui étaient fort intéressants. Il y a eu d'abord Maroc-Namibie, ensuite Sénégal-Tanzanie et enfin Algérie-Kenya. Les 3 favoris sur le papier ont gagné. On va revenir débriefer sur ces 3 rencontres aujourd'hui. Pour m'accompagner, 3 invités de choix. Vous allez voir, ils ont beaucoup de choses à dire. D'abord, Abdellah Boulma qui était avec nous la dernière fois, vendredi. Bonsoir Abdellah. Salut Mansour, salut tout le monde. Babacar Sall, journaliste sportif. Bonsoir Babacar. Comment ça va? Ravi de t'avoir parmi nous. Merci. Ça va très bien. Je sais que tu es content parce que les Lions ont gagné. Mais bon, toujours content de toute façon, on connaît. Et Naïm Manuel d'Eurosport. Bonsoir Naïm. Bonsoir Mansour, bonsoir à tous. Naïm aussi forcément content. Il y a beaucoup de gens qui sont contents, ça a fait contraste avec hier. Il y a beaucoup de Congolais qui étaient un peu plus. Est-ce qu'on sera tous contents lors de la deuxième journée? C'est pas dit. Alors voilà, messieurs, je disais en introduction, les 3 favoris sur le papier, en tout cas, ont assuré. On a vu que c'était plus compliqué pour d'autres d'assumer ce statut. On va revenir sur les 3 rencontres du jour, à commencer par ordre chronologique, forcément en priorité. Vous l'avez vu, Maroc-Namibie. Le Maroc qui s'est très difficilement imposé 1-0. Qu'est-ce qui n'a pas été pour le Maroc, Naïm? Absolument tout. Individuellement, j'ai pas senti des joueurs d'abord très frais physiquement. J'ai senti rapidement à court. J'ai senti beaucoup de déchets techniques pour une équipe qui joue quand même sur ses qualités de jeu au pied. Ziyech est un petit peu sorti du lot, mais globalement, elle a quand même été inefficace. Il a fallu attendre de voir l'entrée de Boufal pour voir le jeu s'étirer un petit peu sur la largeur, avoir des dédoublements avec les latéraux et des centres. Collectivement, j'ai senti une équipe en difficulté qui avait beaucoup de déchets techniques et surtout énormément de contraintes à amener le ballon devant. Ouais. Et pourtant, quand on joue avec Boussoufa, Ziyech, En-Nesyri, quand on a Amrabat, on a des joueurs capables de le porter et pas uniquement en envoyant des longs ballons. Puis rien n'a été non plus sur le banc parce que j'ai pas aimé le coaching de Renard. D'abord été très frileux sur sa composition de départ, qui a mis beaucoup de temps à réagir, notamment à faire entrer Boufal, qui paraissait logique au regard de ce que proposait la Namibie. Donc voilà, le Maroc a gagné et c'est tout. Et c'est presque inquiétant. L'essentiel est fait, on va dire, Abdellah. Oui, l'essentiel est fait. Voilà, ils ont gagné une petite victoire dans un trou de souris. Effectivement, oui, tu l'as très bien analysé. Pour le coup, c'était face à une faible équipe de Namibie, 3 phases finales, il me semble, dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc petite équipe du tournoi. Enfin, l'ogre, c'était le Maroc. On les attendait mieux que ça. On les attendait dans le jeu. N'oublions pas. Je pense que ton constat est bon. Mais un tout petit peu sévère au regard de la situation, au regard du contexte, au regard de la température. Encore une fois, c'est un premier match, c'est une entrée en matière. Généralement, les premiers matchs, on y va timidement. Là, cette coupe, je termine simplement. Là, quand tu entres dans une compétition de Stakabi, c'est ce qu'on disait là encore récemment, il y a un resserrement des niveaux. Il n'y a plus des 2, 3, 4, 5, 6-0. Les petites équipes ont grandi, se sont améliorées. Oui. Tu ne peux pas avoir un resserrement des niveaux si tu élargis la compétition à 24 et que tu as des équipes qui n'ont jamais participé à la compétition. Mais tu as constaté que sur les 2 premières journées, là c'est la 3e me semble-t-il, là même les petites équipes donnent du fil à retordre à ces outsiders. Madagascar a donné du fil à retordre à la Guinée qui n'est pas réellement un outsider. Tu ne peux pas avoir un resserrement du niveau si tu élargis la compétition. Oui. Tu ne peux pas avoir, on parle de la température pour le Maroc, mais la Namibie, ils ont joué aussi sous 37 degrés. Et puis la difficulté pour le Maroc aurait été de jouer une équipe qui avait la possession du ballon et de devoir jouer en contre. Parce que allonger le ballon sur Boussoufa qui a 34 ans, qui a quitté le foot de haut niveau en 2016, là ça aurait été en grande difficulté. Quand tu as la possession du ballon, quand tu es dans la moitié de terrain de l'adverse, quand tu as le ballon dans les pieds, quand tu limites tes déplacements, parce que l'idée c'est quand même de faire circuler la balle et de trouver un trou, physiquement tu t'économises. Et puis le Maroc a quand même un bon de touche par rapport à d'autres équipes. Par rapport non, on parle de gestion. On va regarder justement les statistiques du match pour voir un petit peu ce qu'il en a été, parce que c'est assez intéressant. Le Maroc a eu la possession de balle, ça c'est forcément logique, 67% contre 33% pour la Namibie. On a 88% de passes réussies pour les Marocains et surtout 17 tirs à 3, et c'est peut-être là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'ils ont eu la possession, ils ont eu les occasions et aussi même les duels gagnés, 61 contre 46. Mansour, les duels gagnés c'est pas énorme, et moi les statistiques vous pensez quoi de ce match du Maroc? Moi je suis assez d'accord avec les 2 analyses. Après au niveau du niveau qui se resserre, je suis pas forcément d'accord parce que comme il a dit, la CAN s'élargit, donc malheureusement
il y aura des équipes qui réussiront à tirer leur épingle du jeu et d'autres qui n'y arriveront pas. Le Maroc est considéré comme un favori de cette édition-là. Ouais. Quand on voit l'équipe sur le papier, le Maroc, bien évidemment, doit faire beaucoup mieux face à la Namibie. Malheureusement, Hervé Renard connaît très bien cette compétition après l'avoir gagnée 2 fois, notamment avec la Zambie ou avec la Côte d'Ivoire. Il doit savoir rentrer dans ces compétitions. On sait très bien que c'est difficile, il n'y a pas de problème. Adaptation, peut-être que la préparation a été compliquée, etc. Tout ça, on est d'accord. Par contre, quand tu rentres dans la compétition face à la Namibie, tu dois montrer ton réel niveau. Malheureusement, aujourd'hui, le Maroc ne l'a pas fait. Ils ont essayé de combiner, mais malheureusement, techniquement, il y avait un déficit par rapport à d'habitude. N'oubliez pas que c'est un marathon. On part sur un mois de compétition. Mais attends, non, mais c'est un mois de compétition. Un marathon, c'est un championnat, c'est 38 journées. Une compétition d'un mois, c'est pas un marathon. Premièrement. Deuxièmement, tu es dans un groupe, Abdellah, tu es dans un groupe où tu as l'Afrique du Sud, où tu as la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas rentrer au petit trou dans une compétition quand tu as l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Quant à tes statistiques, moi je te les nuance tout. Les statistiques, c'est un peigne pour les chauves. Il y a 88% de passes réussies. Sur les 88%, il y a combien de passes vers l'arrière? Il y a combien de passes dans la moitié de terrain? Et les duels gagnés. Quand tu as une équipe avec Ziyech, Amrabat, Boussoufa, tu peux faire mieux. Évidemment, tu tu gagnes peux faire à mieux. peine plus de la moitié de tes duels. Non, tu dois faire mieux. Donc, qui est fautif? Tout le monde. Avec tout le monde. Où est-ce que c'est Renard? De choix des hommes ou d'animation dans la composition? Le choix des hommes. Le choix des hommes sur la compo de départ. Oui et non. Tu peux à la rigueur. Mbark Boussoufa, il s'impose pas à 4h de l'après-midi dans un match comme ça. Bouffal, il peut être titulaire. Et tu peux même. Alors, a priori, Belhanda, il avait des difficultés, mais à la rigueur, tu peux changer ton 11 de départ. Mais quand bien même tu joueras avec ce 11-là, tu as quand même de la qualité sur le terrain. Et tu sais que tu vas jouer un adversaire replié dans son camp, qui en plus, et là on va parler après avec le Kenya, c'était pareil, qui en plus de jouer dans son camp a laissé des espaces. Donc tu les exploites, les espaces. Tu n'as jamais été en situation de devoir allonger le jeu, tu n'as jamais été en situation de devoir courir, de devoir contrer. Tu t'es économisé. Avec des techniciens sur le terrain, avec la possession du ballon, tu gagnes à peine plus de la moitié de tes duels. Sachant qu'ils ne se sont pas fait découper comme les Sénégalais face à la Tanzanie, tu as fait un mauvais match. Alors, le 11 de départ, les joueurs sont responsables, Renard aussi est responsable. Tout le monde est responsable, mais je ne peux pas entendre, dans un groupe comme ça, une équipe comme le Maroc, qu'on annonce encore favorite une semaine avant que l'Égypte hérite de la Coupe d'Afrique des Nations, on ne peut pas dire « ouais, mais il rentre au petit trot, c'est normal, ce machin ». Non, justement, tu ne peux pas rentrer au petit trot. Les consignes de Renard, on ne sait pas comment, on sait pas ce qu'il aura. Rentrer au petit trot, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que ça reste la Coupe d'Afrique, ça reste le premier match. Ok, on peut parler des circonstances atténuantes. Par contre, le boulet a été fait, le Maroc a quand même gagné ce match 1-0. Le problème qui est soulevé par contre sur cette équipe du Maroc, c'est que malheureusement, Ziyech a voulu tout faire. Il a voulu être au four, au moulin, à la boulangerie. C'est son rôle de marquer, justement. Malheureusement, il n'y a personne avec lui. Le problème du Maroc, c'est qu'il n'y a pas de neuf. Je pose une question. Ziyech a voulu tout faire ou Ziyech a été contraint de tout faire? Ah, c'est pas la même chose. Parce que moi, je pense que si tu as un vrai neuf de métier, et je pense que si tu as Bouffal titulaire, Ziyech, il joue comme à l'Ajax. Alors, il va dribbler parce que ses caractéristiques, c'est de dribbler, c'est de provoquer, c'est de griller. Mais il va donner le ballon. Ziyech, c'est un super passeur décisif. C'est une des grandes qualités de Ziyech, c'est d'être un passeur décisif. S'il a pris 10 fois sa chance à 25 mètres pour pas marquer du tout, c'est qu'à un moment donné, il s'est dit qu'autour, il n'y avait personne pour le faire. Mais le problème du Maroc, de toute façon, il date pas d'hier. Pendant la Coupe du Monde, on avait exactement le même problème. Ça fait des lustres qu'il traîne. Et maintenant, il faut trouver une solution pour que les Marocains arrivent à marquer ses buts. Alors, savez-vous qui a été désigné homme du match par la Confédération africaine de football? C'est Boussoufa. Boussoufa qui est tant décrié. On a fait ça, on a relevé ces statistiques quand même pour montrer les statistiques de l'homme du match parce qu'elles sont, voilà, l'influence entre guillemets. Il a touché beaucoup de ballons par contre, il a aimanté beaucoup de ballons sans un ballon. C'est énorme. Après, comme disait Naïm, qu'est-ce qu'il en a fait de ces ballons? On a 89% de passes réussies, des passes clés, une interception. Au final, beaucoup de ballons touchés, mais peu d'impact. Mais c'est 89% de passes. C'est des passes réussies. Où? À quel endroit? C'est toujours systématiquement les mêmes problèmes au niveau la nuance des passes réussies. Exactement. On peut les faire parler. On peut faire dire n'importe quoi une statistique. À quel endroit ces passes réussies entre guillemets, ont été, se sont retrouvées sur le terrain. À l'avant, à l'arrière. À quel moment? Non. Enfin, moi je te rejoins exactement là-dessus. Marc Boussoufa, c'est pas son activité, c'est pas son courage. C'est pas du tout son activité. C'est un garçon qui physiquement devient rapidement court. Mais justement, on a l'impression que chaque joueur n'était pas
voilà, ils sont pas entrés dans le match. C'était pas un premier match de compétition. Mais encore une fois, je relativise une dernière fois. Mais quelles étaient les consignes d'Hervé Renard? Il a quand même remporté 2 fois cette compétition. Il est quand même expérimenté. On va pas lui tirer dessus. On va pas lui tirer. Voilà, on va pas lui tirer dessus. Voilà. Quand l'équipe est comme ça, qu'on est vraiment très sévère. En fait, c'est normal d'être sévère. Ouais. Non, c'est normal d'être sévère avec une équipe qu'on considère comme favorite. Pour moi, il était pas favorite. Pour moi, il était outsider. Après, on joue sur les mots. Clairement. C'est une équipe donc très outsider, ça veut dire dernier carré. Abdallah, ça veut dire dernier carré, favori outsider. Oui, dernier carré. Bon, attention, on parle du Maroc, les amis. On parle d'une équipe qui a remporté seulement la CAN une seule fois dans toute l'histoire de la CAN. Donc, mais si, les amis, il faut quand même le rappeler systématiquement. On parle du Sénégal qui a jamais gagné la CAN. Oui. Eh ben non. L'argument historique, tu peux en parler. L'argument historique. Mais si tu prends après, moi, je compare aussi par rapport à la Coupe du, enfin par rapport au parcours en Coupe du Monde. Bien d'accord. Mais voilà. tu sais, le parcours en Coupe du Monde, si leur plus gros, enfin, on va pas débriefer la Coupe du Monde, mais ils se sont craqués sur l'Iran. C'est pas sur l'Espagne et le Portugal que t'es éliminé. Moi, ce que je te dis, c'est que sur un match comme ça, par exemple. Tu peux pas dire on est dur avec Hervé Renard. Bah d'abord, si l'équipe mérite qu'on soit dur, on est dur, c'est aussi notre boulot. Évidemment. Mais quand il joue bien, on le dit. Parce qu'il voilà, faut équilibrer. Et puis deuxièmement, vu le groupe du Maroc, contrairement par exemple au groupe de l'Algérie, c'est le groupe le plus c'est compliqué. Le groupe de la mort. C'est le groupe le plus compliqué. Une seconde après le tirage au sort, on s'est dit c'est ce groupe-là qui va faire mal. Parce que même si l'Afrique du Sud, c'est pas l'Afrique du Sud de 98, c'est des équipes compliquées à jouer. Tu sais que les équipes on voilà. voit que là, le Maroc s'en sort avec un but contre son camp, il faut le rappeler, à la 89e minute. Il y a peut-être de quoi s'inquiéter pour la suite. Tu sais, en plus, c'est ce qui m'a frappé sur ce match. J'ai pas l'impression que les mecs s'entendent bien. J'ai pas l'impression que, comme on dit, la fameuse frappe, le groupe vit bien. Ouais. Tu vois, sur les comportements, sur des passes réussies, à un moment donné, je vais pas la répéter à l'antenne, Dirard, il a eu quand même une insulte très malheureuse vis-à-vis d'un de ses camarades. Bon, tu sens que les mecs, ils se cherchent. Et quand ils se trouvent pas, ça râle, ça claque des bras, ça soupire. Tout ça, c'est le premier match. T'es en quart de finale, t'es en demi-finale, je peux le concevoir. Sur le premier match, face à l'équipe la plus faible du groupe, c'est jamais très bon signe. Ouais. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives, encore une fois, et attendons le premier match. Il y a des groupes qui se sont cassés les dents, qui auraient voulu gagner sur ce score-là. Alors, quand même, on va se projeter sur la suite de la compétition. Prochain match, c'est un match couperé, limite quasiment, c'est le fameux match à 6 points pour le Maroc, c'est contre la Côte d'Ivoire. Wow. Ça va être une grosse affiche. À quoi s'attendre avec ce Maroc-là ? Bah, d'abord, tu auras un peu moins, je pense, la possession du ballon, parce que les milieux en Côte d'Ivoire, que ce soit Sérédier, que ce soit les autres, ils savent jouer au ballon. Puis deuxièmement, tu ne pourras pas te permettre d'avoir 15 frappes et 4 cadrés. Ouais. Ça n'existe pas face à la Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'il y a 4-5 ans, même si tu as des joueurs qui sont partis, même si tu as des blessés. La Côte d'Ivoire, c'est un client évidemment plus sérieux que la Namibie, avec des joueurs qui, contrairement à la Namibie, évoluent quasiment tous en Europe, donc qui peuvent répondre aux défis physiques, qui tactiquement ont les solutions, parce qu'en club, ils les utilisent. Et là, il va falloir que tes individualités se dégagent. Mais tes individualités, elles se dégagent si le collectif le permet. Mais Ziyech, c'est une super individualité. Tu vois la saison qu'il fait, il n'y a pas de souci. Sauf que quand tu as de mauvaises équipes, bah, il n'est pas bon. Donc le Maroc, s'il veut battre la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas fait, attendons de voir ce que fait la Côte d'Ivoire sur son premier match, il va falloir montrer tout ce que le Maroc n'a pas montré aujourd'hui, c'est-à-dire moins de déchets techniques, plus de solidarité et puis surtout plus d'efficacité devant. Mais quand tu mets ça bout à bout, c'est quasiment tout le football. C'est beaucoup de choses. Est-ce que aussi ça passe pas par un changement d'homme, notamment peut-être une titularisation de Boufal ? Bah, pour ce qu'il a montré en tout cas lors de son entrée en jeu, il a été très intéressant. Ouais. Il y a eu de la verticalité, il a essayé d'apporter du mouvement, etc. Donc bien évidemment, je pense qu'il a gagné sa place. Et comme l'a rappelé Naïm, Ziyech, son rôle n'est pas de marquer des buts. Il va faire jouer l'équipe, etc. Mais un vrai numéro 9 comme Sofiane Boufal, qui a réalisé une plutôt belle saison avec Vigo, je pense que c'est une option possible pour Renard. En l'absence de Belhanda, en l'absence d'Harit, il te faut un joueur capable d'aller provoquer. Capable, même si ce n'est que pour obtenir une faute, on va le voir avec Youssef Attal. Ouais. Même si c'est juste ça, créer des décalages, provoquer, attirer 1-2 joueurs pour trouver un espace et laisser les ils l'ont fait rentrer. Ils l'ont, Boufal, c'est ce que je te parle de Boufal. En l'absence de ces mecs-là, tu te dois l'avoir sur le terrain. Boufal, il était remplaçant. Alors après, voilà, comme disait Abdallah, on ne connaît pas les consignes de Renard. Et faisons-lui confiance, il a de l'expérience. Mais à partir du moment où tu vois que sur ta première mi-temps, même sur ta première heure de jeu, tu n'es pas bon et que quand il rentre, il amène des solutions, sur le deuxième match, il doit être titulaire. Infirmier en tout cas. Bah oui. Donc, et la Namibie a quand même éliminé la Zambie en éliminatoire. J'allais dire aussi un petit mot sur la Namibie quand même. Vous en avez pensé quoi ? Ben moi j'ai trouvé que le gardien était très très correct, concrètement. Parce que voilà, Même quand on parle de gardien, c'est comment on parle de gardien ? On peut pas en dire grand chose. Après voilà, la défense a été solide parce que le Maroc a marqué uniquement à la 89e minute. Ça a été un peu dommage. J'ai eu quelques bonnes
bonne phase un peu de la part des Namibiens. Bon, ils sont pas beaucoup approchés de la cage marocaine. Après, ils s'attendaient pas à grand chose. S'ils avaient gardé le poids du match nul, ça aurait été vu comme une victoire. Ouais. Malheureusement, ils ont pris ce but qui les a tués. En plus, c'est un but contre son camp. De l'homme qui venait d'entrer, qui a réalisé la faute. Et en plus, il marque contre son camp, c'est triple sanction, c'est direct. C'est malheureux. D'ailleurs, il est sorti en arme. À un moment donné, tu as aussi ce que tu mérites, hein, que ce soit parce que techniquement, tu n'as pas les armes pour jouer au foot, ou que ce soit parce que stratégiquement, tu t'es dit que de rester replié face au Maroc, c'était une bonne idée. Dans les deux cas, tu as tort. Mais dans les deux cas, tu as tort. C'est que ce qu'on disait sur le Maroc, tu es dans le groupe costaud, il faut marquer. On peut le dire aussi sur la Namibie, c'est qu'à un moment donné, si dès le tirage au sort, tu te dis, moi je vais faire 3 matchs dans mes 30 mètres et puis je vais pas monter, viens même pas la canne. Non, mais en même temps, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Mais on est bien d'accord, ils n'ont pas les moyens. C'est les problèmes des petites équipes. Pourquoi ils n'attaquent pas ? Tu peux pas attaquer parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les armes offensives nécessaires pour. Tu peux essayer, mais tu te dévoiles, ils en prennent 4-5 derrière. Ne pas avoir les moyens, ça ne veut pas dire ne pas avoir les velléités. Et là, je vais faire appel au match de Madagascar. Ah oui, ça, on va parler d'une équipe qui a eu maintenant beaucoup de velléités, beaucoup d'occasions, c'est le Sénégal. Pour son entrée en liste dans le groupe B, le Sénégal que beaucoup passent favori, le Sénégal qui a tenu son rang face à la Tanzanie. Victoire 2-0. On a eu droit à une prestation aboutie, Babacar. Peut-être pas aboutie parfaite, mais on a eu des bonnes choses. Ouais, on a vu le Sénégal qu'on connaît, une composition très intéressante, avec notamment Crépin Diatta qui était titulaire au poste de numéro 10. Sadio Mané était suspendu, donc il fallait faire un petit changement. Le Sénégal a eu beaucoup d'occasions, énormément d'occasions. Ils ont dominé de la tête et des épaules, ils n'ont pas souffert du tout. Ils ont marqué 2 buts. J'ai envie de dire c'est le strict minimum qui aurait pu arriver à la Tanzanie, parce que la Tanzanie n'a vraiment pas existé dans ce match-là. Les attaquants sénégalais ont eu beaucoup de mal à être réalistes, au contraire de l'Algérie notamment sur ce match-là. Une impression de puissance de la part du Sénégal. Voilà, on les place favoris, c'est pas pour rien. Ils sont bien rentrés dans la compétition. Aliou Cissé, clairement, Aliou Cissé peut être déçu, notamment seulement des 2 buts marqués. Mais je pense que c'est de bon augure pour le prochain match. Après, ce sera un match contre l'Algérie, donc ça va être un bon deuxième match. Surtout qu'ils ont joué face à une équipe de Tanzanie qui aurait dû terminer à 10. Parce que j'ai rarement vu une équipe aussi. Naïm, vous disiez quand vous avez suivi le match, vous avez eu une impression de puissance. Ah oui, j'ai eu une impression de puissance. Individuellement, j'ai vu des joueurs extrêmement bien préparé, hyper athlétique. Le collectif était bien meilleur. Mais en fait, ça se voit si tu regardes le match, le bloc bouge ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas un joueur qui dézone et qui fait du dépassement de fonction pour amener. Tout le monde bouge ensemble, toutes les lignes bougent ensemble. Il n'y a jamais eu une équipe coupée en deux. J'ai vu des milieux attaquer avec leurs attaquants, des attaquants revenir défendre à la perte du ballon. J'ai vu des défenseurs très hauts, j'ai vu des relances tellement propres de Koulibaly. J'ai vu des milieux de terrain qui savaient jouer en une touche très verticale. Très faible en face. Ouais, extrêmement faible. Oui, extrêmement faible. T'avais le Samata, tu vois, à chaque fois extrêmement faible. Chaque fois il sortait sur Samata. Extrêmement faible, mais extrêmement regroupé et beaucoup mieux regroupé que la Namibie et que le Kenya. Beaucoup plus rigoureuse. Beaucoup plus rigoureuse et disciplinée. Disciplinée et peut-être trop disciplinée. Oui, ça je te l'accorde. Avec beaucoup moins de. Comment tu les situes dans la hiérarchie ? C'est là, on parle de petites équipes. Là, on parle de Tanzanie tout à l'heure. La Tanzanie, on en parlait encore il y a quelques mois et quelques semaines. On disait oui, c'est le genre d'équipe comme l'Ouganda, ce sont des nations montantes. Là, ils affrontent le Sénégal, ils se cassent les dents. On a l'impression que tout de suite, ce sont des nuls. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un véritable différentiel entre ces soi-disant petites équipes disciplinées pour le cas de la Tanzanie, ou est-ce que les gros arrivent véritablement à faire la différence? Là, le Sénégal l'a fait. Oui, dans ce cas, c'est très simple. Alors, c'est le Sénégal qui était trop fort ou la Tanzanie qui était trop faible? Les deux, absolument les deux. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise que la Tanzanie est une équipe montante. Elle a certainement des velléités. Je suis Samata, je sais qu'il a du talent. Maintenant, à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ne pas avoir les moyens, ça ne veut pas dire ne pas avoir les velléités. Si l'idée, c'est de rester regroupé, tu as tort. Tu as tort. Problème avec les entraîneurs. Non, j'ai pas un problème avec les entraîneurs. Moi, j'essaye de comprendre. Après, il y a une. Tu sais comment ça se passe dans le football. Comment on fait 2 ans d'éliminatoire pour se qualifier? Comment on fait une phase de préparation, des matchs amicaux pour essayer de se roder et que le jour de la compétition, on sort pas de sa moitié de terrain? Moi, je veux comprendre ça. Parce que ça, je ne comprends pas. Le but, c'est d'aller loin, mais vous savez pertinemment, c'est l'histoire du football. Vous savez pertinemment que pour des équipes comme ça, arriver dans un tournoi tel que la Coupe d'Afrique des Nations, ils en ont joué. C'est une petite équipe, c'est considéré comme une petite équipe. Entre les objectifs annoncés et quand tu arrives et ce qui se passe sur le terrain, mais il y a un gap. On peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas faire ce qu'on veut. Le premier match,
on peut le rater parce que comme c'est. Exactement, c'est une Ah, on peut le rater, première. d'accord. C'est Le une premier match, on peut le rater. Il y a 3 matchs dans une poule. Sauf Il y a qu'il y 3 en a matchs dans trois. une poule. Oui, oui. Donc tu fais le premier match contre le Sénégal, tu le rates. On va dire que tu vas te rattraper sur le Kenya. Puis comme le dernier match c'est l'Algérie, tu vas aussi le rater parce que tu es moins Bien fort. sûr, Puis au final, tu sors de la compétition. Et quand tu es sorti de la compétition, tu fais merde, j'avais 2 matchs sur 3 que j'ai Ça, complètement je suis galvaudé. entièrement d'accord. Mais Si est-ce que- j'avais su, Mais j'aurais Naïm, peut-être joué 10 minutes. Est-ce que tu as véritablement les armes, encore une fois, pour t'opposer Si, c'est systématiquement. Il faut arrêter. Quand mais tu je sors, arrives c'est dans ce 11 genre de contre compétition. Quoi qu'il Ah, arrive, les tu dois gars, jouer au non. football. Sur une quand on est sur un compétition, terrain, c'est différent. Ah, mais sur une compétition internationale, t'es obligé. Est-ce que la Zambie avait les armes en 2012? Est-ce que Madagascar avait les armes T'avais hier? Hervé Renard. Mais Hervé Renard, c'est pas David Copperfield. Mais Hervé Renard, c'est pas David Copperfield. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux avec un super coach sur le banc. Si t'as pas les joueurs, tu n'arrives à rien. Moi, je suis déçu, mais j'ai le droit d'être déçu de voir une équipe rester dans ses 30 mètres, ne pas monter ou alors sur les 5 dernières minutes, mais d'entendre dire à la fin du match, attention, et Ali Samata, c'est un super attaquant. Bah oui, c'est un super attaquant qui joue dans sa moitié de terrain. Bah ouais, donc on le voit pas. On n'a vraiment pas vu beaucoup les Tanzaniens. La feuille du match, quand même, elle est sans appel, c'est à sens unique, c'est assez fou. Surtout, 24 tirs sénégalais contre 3 tirs tanzaniens. Et surtout, sur les 3 tirs tanzaniens, il n'y en a aucun qui est cadré. C'est hallucinant quand même. À ce stade de la compétition, aucun tir cadré. Et surtout, donc, sur les 24 tirs sénégalais, il y en a 2 qui font mouche. Là aussi, Babacar, il y a un gros problème de réalisme. Mais il y a un des gap. grosses occasions où il n'y a même pas eu de tir à la fin, quoi. Moi, c'est ça qui me dérange encore plus. Après, oui, je suis très sévère avec le Sénégal parce que, bien évidemment, j'ai envie de les voir performer et il faut être exactement et de marquer le maximum de buts contre ces petites équipes entre guillemets. Et là, malheureusement, j'ai l'impression qu'on est tombé dans la facilité, c'est-à-dire c'est un peu le problème sénégalais. Tu sais que c'est facile, tu sais que tu auras la possibilité de marquer pas mal de buts, et bien malheureusement, tu n'es pas concentré et tu rates des choses faciles. Mbanyang a dû faire 7 tirs, je crois, et malheureusement... Mbanyang, Non, c'est normal. Moi, C'est comme vrai, je les dis, gars, on fait- comme je dis, avec un triplé. Non, oui, exactement ça. Mbanyang, il a plus raté en une demi-heure que sur toute sa deuxième partie de saison avec Rennes. évidemment. Et c'est pour ça. Attends, on le connaît, on mais connaît c'est un pour petit ça peu que le je suis joueur, on sait sévère. ce qu'il fait, C'est pour ça on que je suis connaît la sévère. saison. Le résultat est positif pour le Sénégal. Le Sénégal commence bien sa compétition. oui, Mais totalement, pour moi, totalement. le Sénégal doit gagner minimum 5-0 sur ce Il y match-là. a 2 choses sur ce match. La première, c'est que quand tu arrives avec un effectif qui est supérieur à certaines équipes européennes, tu peux pas arriver en disant C'est un ouais, très c'est bel pas grave de effectif. rater le Ah oui, machin. bah oui. Deuxièmement, imagine sur ce groupe, tu te qualifies au goal average. Imagine c'est le goal average qui à la fin de la 3e journée permet de finir soit premier, soit deuxième. Là-dessus, Et là- au niveau du goal average, tu as entièrement raison parce qu'il y a l'Algérie derrière. Et là sur ce match, là les ratés de Nyang, les ratés ça de, peut compter à la fin. là tu Ça peux peut les compter à la regretter. fin. Oui, C'est pour peut-être. ça que sur ce genre de match, tu ne peux pas. Alors tu peux rater un but, évidemment, tu peux pas tout rentrer, mais ça c'est normal, c'est l'être humain. Mais quand on a 10, 12, quand tu as 3, 4, 5 face à face, tu peux pas terminer le match à 2-0. Parce que si dans 2 journées, ça se joue au goal average, et qu'au lieu d'être premier, tu finis deuxième, et qu'au lieu de te taper une équipe moyenne, tu te tapes un gros favori, bah là tu peux le regretter ton match. Et on sait que le Sénégal, c'est quand même souvent le cas. Et le Sénégal n'a pas le droit de regretter, surtout. On se rappelle à la Coupe du Monde, ils sont sortis pour des cartons jaunes. Donc ils n'ont pas le droit de Non, mais regretter. là, c'est l'éternel Là, ils doivent problème se mettre. Non, mais là, ils doivent se mettre Non, à non, fond. ils Je suis sont dans les désolé. meilleures dispositions pour éventuellement. Ça manque pas d'esprit tueur, clairement. Et bien sûr, Évidemment. il est là le problème. Pour tous, pour Après, toutes on les rappelle- équipes qu'on a vues jusqu'à présent. On rappelle, le meilleur joueur offensif du Sénégal était suspendu. Donc est-ce que ça va rapporter un plus ou est-ce que malheureusement on va avoir le Mané? bien sûr. Attention, parce que le Mané du Sénégal n'est pas le Mané de Liverpool. Le palmarès de l'Algérie est Et- petit, quoi. Ouais, je connais. Exactement. Ah, Avancez je pense parce- que ça va vous avancez parce qu'on va en parler de deux. On va en parler de deux. Mais alors, il y en a un qui a tiré son épingle du jeu, c'est le jeune Crépin Diatta. Crépin Diatta, donc 20 ans, c'est sa première Coupe d'Afrique des Nations, homme du match. Son premier but en sélection. Exactement, premier but en section aussi. Crépin Diatta, il a aussi, franchement, le match, il est abouti. 52 ballons joués, Ah ouais, ça- 3 tirs, 3 cadrés, 1 but. Et 75% de passes réussies. C'est peut-être plus Quel joueur. le chaînon manquant entre l'attaque et le milieu. Et lui, pour le coup, ses passes réussies, c'est des passes importantes, Exactement. des passes vers l'avant, en une touche de balle, dans le passe des lignes. fameux jeu de transition, se retourner très vite. Et il y a des appuis terribles. La première passe vers l'avant, systématiquement, verticale, pour trouver un attaquant, pour trouver un ailier. Et qui, en plus de ça, a cette qualité de faire monter son bloc. Sur sa première passe, il emmène tout le monde avec lui. C'est pas un joueur qui passe et qui reste en place. Lui, il monte, c'est lui qui fait monter le bloc. C'est un peu le maître à jouer sur l'entrejeu, c'est globalement lui qui a géré le truc. Après, il est bien entouré, parce que Ganagay, il fait son match aussi, il n'y a aucun souci. Mais sincèrement, Crépin Diatta, sur les 3 premières journées de la compétition, peut-être avec Diawara de la Guinée, c'est techniquement peut-être ce que j'ai vu de plus propre. Sur la première journée.
On insiste. Sur les 3 premiers matchs. Sur les 3 premiers matchs. On est obligé de parler de la première journée Non, parce évidemment. qu'on en est qu'à là pour le moment, tu vois. J'ai l'impression qu'on est très sévère. Très sévère. Mais on est Attendons. obligé. Là, il faut pas parce qu'on est trop gentil. Oui, On a mais vu, justement, on vous rappelle quand même qu'on a fait l'Afrique. Abdallah, l'Afrique a fait un 0 pointé à la Coupe du Monde pour des faits comme ça aussi quelque part. C'est vrai, Est-ce peut-être qu'il faut pas être davantage exigeant de discipline, etc. Exactement. Naïm a raison de ce point de vue-là. C'est vrai, tu rentres sur une première journée, un premier match, tu dois tout donner. Évidemment, attention, mais je relativise systématiquement. Pourquoi ? Parce que le contexte, tout le temps, la température, etc. Oui, les deux équipes sont soumises au même contexte, mais voilà, il y a une différence, il y a un gap entre ce qu'on veut, encore une fois, ce qu'on veut faire. J'insiste, je radote, mais et ce qui se passe sur le terrain. C'est la Tanzanie, les duels, l'impact physique, l'engagement. Vous avez vu l'équipe qu'il y avait en face. Ce qui me gêne dans ton discours, c'est que je suis sûr que tu n'aurais pas le même si on parlait d'un championnat d'Europe, d'une Ligue des Champions, de la Coupe du Monde. Il y a certaines équipes en Coupe du Monde, même favorites. Les premiers matchs sont parfois très difficiles. Je suis sûr que si là on analyse la Coupe du Monde et qu'on est en train de parler d'un favori qui soit africain, on parle de l'Afrique, on parle de la France, européen, sud-américain, t'as un favori qui se craque sur la première journée, on dit pas faut monter en puissance, non. Là, c'est coup de sarpette. Mais non, mais évidemment. Qui doivent terminer les matchs par 3-4-0 face à des équipes comme ça. La CAN, c'est la compétition number 1 du continent. C'est la référence. Elle est à 24. Tu as pour la première fois depuis longtemps des joueurs de classe mondiale dans différentes équipes. On ne peut pas arriver à dire c'est la première journée, ça monte en puissance. Je comprends le Maroc, je comprends le Sénégal qui a raté 25 occasions. Oui, on peut le comprendre. Mais en même temps, on peut ne pas le comprendre. Et on a le droit d'être sévère parce que c'est pas sévère, c'est être juste. Et quand t'as le Sénégal qui arrive avec une équipe qui a largement le niveau, qui pourrait faire un championnat d'Europe, on peut pas dire c'est pas grave, c'est machin. Là, en l'occurrence, différencions ce qui s'est passé entre le Maroc et le Sénégal. Forcément. Le Sénégal, Alors, messieurs, juste avant de finir cette première partie, une question des internautes. D'ailleurs, l'occasion de rappeler que sur le hashtag AfterCAN, sur Twitter aussi, sur les réseaux sociaux, sur les autres réseaux sociaux, sur notamment Facebook, vous pouvez réagir et interagir avec nous. On va revenir vite fait sur Krépin Diatta. Est-ce que ça va être la clé du Sénégal dans la compétition ? Ouais. Pour moi, ça va être la bonne surprise. Après, au Sénégal, certains le connaissent déjà parce que on sait qu'il a de la qualité, etc. Mais je pense que le problème que le Sénégal a eu pendant la Coupe du Monde notamment, c'est de vouloir faire jouer Sadio Mané en poste de numéro 10. Ouais. Le Sénégal manque d'un numéro 10. Krépin Diatta arrive dans cette sélection et va prendre des responsabilités, clairement. Il ne les demande pas, il va les prendre. Que ce soit le meilleur espoir, c'est possible. La clé du Sénégal, c'est Sadio Mané. Ouais. Mais c'est Sadio Mané des kilomètres et des kilomètres devant. C'est Sadio Mané, c'est un joueur de classe mondiale. On parle comme ça pour l'épauler aussi. Il faut évidemment. Mais Sadio Mané, il faut des milieux de cette qualité-là. Il faut aussi des attaquants pour marquer des buts. Maintenant, la clé du Sénégal sur cette CAN, c'est Sadio Mané. On en parle pour le Ballon d'Or. Il est champion d'Europe, c'est un des meilleurs joueurs du monde. S'il rate sa CAN, le Sénégal se rate. S'il réussit sa CAN, on peut supposer que le Sénégal ira loin. Moi, je parle de plus de facteurs X pour Krépin Diatta. Pas de clé, parce que bien évidemment, Sadio Mané est le boss de cette sélection. Maintenant, Krépin Diatta a un jeu à faire évoluer le Sénégal de façon positive, parce qu'il manquait ce chaînon entre l'attaque et la défense, et je pense que lui peut l'apporter. Et comme ça, Mané restera à son poste d'ailier gauche. D'ailleurs, on va reparler de Mané en deuxième partie. Reste avec nous dans quelques instants. Après cette page du pub, on revient. AfterCAN continue. Vous savez que là dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le coup dystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports. Stade Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique.
Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous, les téléspectateurs, sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà dès que tu commences en pro, on te dit tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. Retrouvez-moi tous les mardis à 19h40 dans Brakissa Rencontre pour découvrir une nouvelle personnalité du monde sportif. After CAN, deuxième partie pour parler de cette troisième journée de la CAN 2019, pas troisième journée en phase de groupe, mais troisième journée des rencontres qui sont déroulées. Toujours accompagné d'Abdellah Boulma, Babacar Sall et Naïm Meunier. Vous l'avez vu, la première partie était assez enflammée. Là, on est sur la partie du Sénégal face à la Tanzanie. Il y a un joueur qu'on a commencé à évoquer qui a manqué ce match à cause d'une suspension lors des qualifications, c'est Sadio Mané. Sadio Mané qui sort d'une très grosse saison avec Liverpool, des statistiques assez folles. Harold Montero a fait son portrait rapide. On le regarde et puis on revient dans quelques instants pour en reparler. Sadio Mané est né le 10 avril 1992 à Sédhiou au Sénégal. Après être passé par Metz et Salzbourg, il s'est envolé pour la première ligue anglaise et évolue sous les couleurs de Liverpool qu'il a rejoint en provenance de Southampton en juillet 2016 contre un peu plus de 40 millions d'euros, ce qui en fait le Sénégalais le plus cher de l'histoire. L'ailier international est l'un des acteurs majeurs de la bonne saison des Reds puisqu'il est à 26 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. De plus, il est co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec 22 réalisations, ce qui en fait le premier Sénégalais à marquer 17 buts ou plus sur une saison. En plus de ce record, Mané en possède d'autres. Il est le joueur qui a mis le triplé le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue en 2 minutes et 56 secondes contre Aston Villa en 2015. C'est le premier joueur africain à marquer au moins 10 buts lors de 5 saisons consécutives de Première Ligue. En Ligue des Champions, c'est le 4e africain à marquer lors d'une finale, le meilleur buteur sénégalais avec 14 réalisations et il détient le record de buts en une seule campagne pour un Africain avec 10 à égalité avec Mohamed Salah. Premier Sénégalais à remporter la Ligue des Champions cette année, Sadio Mané attire la convoitise de plusieurs clubs et plus particulièrement du Real Madrid de Zidane qui pourrait casser sa tirelire en fonction de la prestation du capitaine et leader offensif des Lions de la Teranga à la CAN 2019. Babacar, je me tourne vers vous. Quand on a un joueur de ce calibre, on a le luxe de ne pas l'utiliser le premier match. Bon, ce sont les concours de circonstances qui font que votre équipe joue bien, joue même très bien. On se dit que oh là là, quand lui va revenir en plus par-dessus, ça va être quelque chose. C'est extraordinaire. Tu préfères bien évidemment avoir des problèmes de riches qu'avoir des problèmes de joueurs en fin de banc où tu sais qu'ils ne jouent pas dans leur club et que tu sont en galère. Là, tu n'as pas joué le premier match avec Sadio Mané. Le Sénégal a eu énormément d'occasions. Malheureusement, ils en ont marqué que 2. Ou heureusement, ça dépend des cas. Quand tu sais que Sadio Mané, avec la saison qu'il a réalisée, avec Liverpool, avec l'influence qu'il a sur cette équipe de Sénégal va revenir, je pense que ça peut faire des étincelles. Naïm, Sadio Mané, on le connaît. À quoi s'attendre avec lui quand il va revenir? En plus, là, c'est parfait pour lui parce que du coup, on l'a reposé.
On l'a reposé. Sadio Mané, on l'a dit, c'est le joueur clé. C'est avec Mohamed Salah la star de la compétition. Peut-être un cran en dessous Ziyech, mais c'est la star de la compétition. Ouais, Mahrez. Sadio Mané a atteint aujourd'hui cette saison un niveau où non seulement son équipe bâtit son jeu autour de lui, mais l'adversaire bâtit son jeu autour de lui. Ouais. Il fait partie de cette minorité de joueurs qui peut concentrer tout le jeu de l'équipe adverse. On fait un plan anti-Mané. Il y a un plan anti-Mané. Alors, on sait que tout à l'heure Abdellah le rappelait, il y a le Mané à Liverpool, puis il y a le Mané en sélection. On l'attend, il a un statut de star, faut qu'il l'assume. Évidemment qu'il va prendre les clés du jeu, évidemment qu'on attend à ce qu'il mette des buts, évidemment qu'on attend qu'il soit le leader du Sénégal. Et moi je pense même que l'intelligence d'Aliou Cissé, l'intelligence des joueurs qu'il a autour de lui, justement par les Crépin Diatta, de Gana Gueye, d'Emba Niang, c'est d'adapter leur jeu à Sadio Mané. Ouais. C'est vraiment de faire en sorte que Sadio Mané soit dans les meilleures dispositions, que les appels soient en direction de Sadio Mané, que les ballons passent par Sadio Mané, et qu'il soit là justement pour le protéger un maximum, pour qu'il soit dans les meilleures conditions, pour pas qu'il ait à défendre, en tout cas beaucoup moins que les autres, pour pas qu'il soit à faire des passes vers l'arrière, à réfléchir. Il faut vraiment que tout le monde se mette au diapason autour de lui. Justement pour éviter qu'il fasse ce qu'a fait Salah au premier match. C'est-à-dire que Salah, c'est la grande star aussi de la CAN, il est attendu. Tous les projecteurs sont sur lui. Il y a même plus de pression sur Salah étant donné qu'il joue à la maison et tout le monde connaît, tout le monde sait ce qui se passe autour de Salah, même au niveau de la présidence, etc. Il a un rôle même qui va bien au-delà de sa personne. C'est un véritable vecteur, un moteur pour l'Égypte aujourd'hui. Là, Mané, tu as entièrement raison. Attention. Je pense qu'il faut le servir, il faut le mettre dans les meilleures dispositions. Il est revanchard comme ça là. On se souvient de ce qui s'est passé à la CAN 2017. Il me semble que c'est lui qui avait loupé le penalty. Vous vous souvenez de ses pleurs, voilà, de ses pleurs qui avaient fait le tour du monde. Je pense qu'il est véritablement revanchard. Là, il sort d'une superbe saison à Liverpool. Il vient dans les meilleures dispositions. À ceci près qu'il rencontre l'Algérie au prochain match. Donc voilà, on n'aura pas la même équipe, on n'aura pas une petite équipe en face. Le vrai danger pour Mané et le Sénégal, c'est que la dimension de Mané prenne le pas sur la dimension du Sénégal. C'est que l'individualité devienne plus forte que l'équipe. Non pas parce qu'il veut se faire raconter, se donner un style, mais parce qu'il a une telle aura aujourd'hui. Ça inhibe ses coéquipiers. C'est pas que ça inhibe ses coéquipiers, c'est que ça prend le pas sur le talent des autres. Aujourd'hui, vous êtes défenseur algérien. Vous allez vous retrouver devant Sadio Mané, il va évidemment concentrer l'attention parce que c'est Sadio Mané. Il faut absolument pas que ce qui dégage, parce que c'est aujourd'hui une star du foot mondial, et je le répète, on en parle pour le Ballon d'Or, il ne faut pas que ça éclipse le talent de l'équipe, le niveau de l'équipe, le caractère de l'équipe, la personnalité de l'équipe. Qu'une personnalité extrêmement puissante, extrêmement riche, avec du talent sur toutes les lignes, il ne faut pas que ça devienne le Mané show. Il faut que ce soit Mané la star, l'équipe qui l'entoure, mais il ne faut pas que ça soit le Mané show. Justement, il va falloir qu'il remplisse ce rôle s'il veut véritablement viser un ballon d'or. Voilà, ou un podium ou viser un ballon d'or à la star de Messi ou de Ronaldo, qui eux connaissent cette pression au quotidien depuis 10 ans. Eh ben, voilà, tous les arguments que tu viens d'évoquer au sujet de la pression sur ses épaules, non, faut qu'il passe au-dessus. Il faut qu'il passe véritablement au-dessus de ça pour justement atteindre ce Graal. Après, en connaissant cette équipe du Sénégal, en la suivant, je pense pas que ça sera le cas de cette équipe-là et le cas de Sadio Mané. Il y a du talent dans tous les secteurs de jeu au Sénégal. On sait que Mané est un plus et on sait que c'est la star bien évidemment du Sénégal et les Sénégalais vont se servir. Est-ce qu'ils vont courir pour lui? Parce que c'est la star. Ils vont courir pour lui. Écoute, chacun va faire son taf. Non, tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que généralement, un Ronaldo, parce qu'on peut le comparer aujourd'hui, on peut cette année. Dans l'équipe. Voilà, 10 joueurs vont courir pour une star. On ne court pas pour 2 stars, on court pour une star. Généralement, quand vous parlez à des footballeurs professionnels, on court pour une star sur un terrain. Non, c'est-à-dire qu'on va faire les efforts. C'est ce qu'a dit Naïm très justement. C'est-à-dire qu'on va éviter, on va dire à Mané, non, écoute, concentre-toi sur le but, concentre-toi à la surface de réparation. Nous, on va courir pour toi. On va le faire. Rappelons comment joue Sadio Mané avec Liverpool. Oui. Il ralentit jamais. C'est-à-dire qu'il soit devant, derrière. Et il n'y a pas forcément ce manque de lucidité devant les cages. Et c'est ça la différence avec certaines équipes où malheureusement la star de l'équipe se doit de rester dans une zone du terrain où l'entraîneur le décide. Et malheureusement, il n'a pas l'habitude de faire ce qu'il fait en équipe, en club. Et malheureusement, ça ne marche pas. Si le statut de Sadio Mané change par rapport à son statut de Liverpool, ça pourrait être un peu difficile. Là, si Sadio Mané a envie de défendre,
défendre, bien évidemment, il va aller défendre. C'est inéluctable. Bien évidemment, parce que c'est la star. C'est la star. C'est inéluctable. C'est pas Sadio Mané, c'est pas uniquement sur ce qu'il représente pour cette CAN, c'est pas uniquement la star du Sénégal, c'est la star de la CAN, c'est la star du continent, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Bien sûr que son statut a changé. Non, moi je te parle, attention. C'est une star qui sera attendue face à l'Algérie parce qu'il faut qu'on avance. Et il y a un troisième match qui s'est déroulé, c'était Algérie-Kenya. L'Algérie aussi qui a réussi son entrée en lice, Naïm. Alors, on a regardé ce match ici. L'Algérie a marqué 2 buts. À un moment donné, on s'est dit, ils vont dérouler. Ouais. Et c'est pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un début de match un peu compliqué où l'Algérie, comme souvent d'ailleurs, se calque sur le rythme de l'adversaire et le rythme du Kenya, c'était un faux rythme. Donc on a une équipe qui s'est coupée en deux. On a vu Benasser lancer des ballons devant. On a vu Mahrez pas trop savoir ce qu'il fallait faire. Et puis progressivement, ça a été mieux. Youssef Attal était le détonateur. On a vu quelques percées de Fegouli, du dépassement de fonction. Ça avait plus ou moins bien marché. Puis Attal a obtenu un penalty. À partir du moment où l'Algérie a marqué le premier but, ça a déroulé. Les 20 dernières minutes de la première mi-temps, elles sont de très bonne facture. Parce que ça joue vite, parce que ça joue une touche, parce que ça joue vers l'avant, parce qu'on a des joueurs qui permutent, parce qu'on a Bounedjah qui fait le travail dans la surface et qui permet les décalages. On a Mahrez qui a marqué un but, les latéraux qui montent. Donc sur la fin de la première mi-temps et à la mi-temps, on se dit 2-0 avec les 20 dernières minutes qu'on vient de voir. Sur la deuxième mi-temps, ça déroule. Puis en fait, pas du tout, parce qu'en deuxième mi-temps, d'abord, le Kenya a un petit peu arrêté de se livrer. Il a un peu resserré les rangs. L'Algérie s'est mis en mode gestion. Il y a eu 1 ou 2 possibilités dans la surface. On va y revenir dans quelques instants, parce que moi, je pointe du doigt le profil de Bounedjah dans cette équipe. Non pas son efficacité, son profil de jeu. Voilà. Mais sur la deuxième mi-temps, on a eu une Algérie en mode gestion, qui a marqué 2 buts, qu'on n'a pas pris, qui n'a jamais été inquiété, qui a réussi son entrée en lice, qui peut peut-être laisser les spectateurs et les observateurs sur sa fin, parce que quand on a vu les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on est en droit d'être sur notre fin. On attendait un peu plus, mais globalement, sur l'ensemble du match, c'est un match entièrement maîtrisé. Abdellah, est-ce que c'est pas une Algérie à l'économie un petit peu? C'est-à-dire qu'ils ont fait le travail très vite, après ils ont fermé boutique. Totalement, c'est ce qu'ils ont fait. Il a très bien résumé, on va pas revenir dessus. Belles individualités. Un petit problème au démarrage, mais Attal a été le détonateur. Ils ont mis les 2 buts, ils ont fait le nécessaire. Ils ont pas fermé boutique derrière, mais c'est vrai qu'on n'avait pas non plus des foudres de guerre en face. Et Belmadi a très bien géré la situation. À contrario de Renard, bien évidemment. Non, très belle entrée en lice de l'Algérie. Ils assument leur statut d'outsider, non pas de favori, parce qu'ils se cachent malgré tout. Ils se cachent. Mais on pose la question. Enfin, on a posé la question aux sélectionneurs, aux joueurs. C'est systématique. On n'est pas favori. On est outsider. Et d'ailleurs, la presse le relaie systématiquement. On n'est pas les favoris de cette compétition. Bien évidemment. Moi, je pense que c'est la réalité là pour le coup, parce que l'Algérie, on connaît les problèmes qu'il y a eu dans cette équipe nationale, notamment la sortie du groupe de Ben Kelba avec son histoire. Non mais ça rentre aussi dans. C'est limite un épiphénomène. C'est un épiphénomène, mais ça rentre dedans. Et malheureusement, l'Algérie, peut-être qu'on l'attendait favori avant cette compétition, mais là, sur ces dernières semaines, je le vois pas. Est-ce que c'est l'Algérie est favori. Historiquement parlant, intrinsèquement parlant, ça reste un favori au même titre que le Maroc, etc. C'est la même problématique que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'on avait évoqué tout à l'heure. Tu vois ce que tu dis? Je comprends tout à fait ce que tu dis, parce qu'on la classe historiquement dans la hiérarchie des grosses équipes européennes, africaines. Mais de la même manière qu'en Europe, on classe plus ou moins historiquement l'Angleterre et l'Italie dans les favoris. Voilà. Moi, je pense que la meilleure chose qui puisse arriver pour l'Algérie, c'est de ne pas être favorite. Mais c'est pas de la com. Et c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. De toute façon, depuis la fin de la Coupe du Monde 2014, c'est une équipe qui régresse. Donc, elle ne peut pas être favorite, c'est pas vrai. Il le cache pas, il le dit. L'Algérie se sort de 2 années compliquées. Belmadi est arrivé pour reconstruire. C'est un peu ce qu'il est en train de faire actuellement. Ça marche. Ça marche. Alors, il sérénise. Disons qu'il a ramené un petit peu la paix autour d'eux. Il a soigné l'atmosphère parce que les binationaux, les locaux, les problèmes de Starlet, les sélectionneurs qui dégageaient tous les 3 mois, c'était n'importe quoi. Là, il a ramené de la sérénité. Il a calmé le jeu. On attend. Et moi, je pense que l'Algérie, elle n'est pas prête pour cette CAN. Parce qu'elle a des jeunes joueurs, parce qu'il y a des automatismes qui doivent se créer, il y a un état d'esprit qui arrive, il y a aussi différents footballs. Mais quand on est l'Algérie, est-ce qu'on peut dire, entre guillemets, on est là pour apprendre à une nouvelle génération? Il y a beaucoup d'attentes. Non, mais à un moment donné, il y a énormément d'attentes sur l'Algérie, mais il ne faut pas non plus être des débiles. Les supporters algériens qui pensent que l'Algérie va tout gagner parce que c'est l'Algérie, il faut arrêter, c'est pas le cas. Il y en a, mais il y en a qui ont tort. Mais il y en a qui ont tort. Et c'est pas parce qu'on est l'Algérie qu'on peut pas être en fin de cycle et démarrer un nouveau cycle. Et quand on démarre un cycle, ça prend du temps. Il y a un sélectionneur qui est posé, il y a des joueurs en place, il y a des jeunes qui arrivent, il y en a qui sont très bons, on parlait d'Attal notamment. Parfait. Laissons-les grandir sur cette CAN.
On peut dire que ce sont des outsiders parce que c'est l'Algérie sur le nom, sur le papier. Globalement, je les vois même pas arriver en demi-finale, si tu veux que je te donne mon avis. Tu vois davantage le Maroc au regard des effectifs aller plus loin que l'Algérie. Parce que le Maroc a peut-être plus d'homogénéité dans son groupe normalement et un plus grand vécu. Et un sélectionneur qui a plus d'expérience. Ouais, clairement. Il y a quand même, Clairement, après, le Maroc, on rappelle, ils sont allés à la Coupe du Monde, ils ont un effectif qui a l'habitude de jouer ensemble, etc. L'Algérie, c'est vraiment nouveau. Après, il y a de la qualité dans cette équipe d'Algérie. On va pas mentir. Sur le papier, c'est une très belle équipe, mais malheureusement, pour l'instant, au niveau international et au niveau expérience, ça va être compliqué pour eux d'aller au bout. Un top joueur quand même qui est Riyad Mahrez. Oui. Qui sort d'une saison, on va dire comment, mitigée ou en tiers de teinte, j'ai envie de te dire. En tiers de teinte. Il a dû jouer 10 matchs, malheureusement. Riyad Mahrez, c'est un joueur qui était beaucoup critiqué parce qu'on disait que c'est un joueur qui n'arrivait pas à s'adapter aux pelouses africaines, au football africain. Là, Belmadi arrive, il donne le brassard quand même. On va regarder un petit peu ce qu'il a fait comme sa fiche statistique. Riyad Mahrez, c'est un match. Comment on peut juger son match à Riyad Mahrez? Riyad Mahrez, il a eu un match intéressant avec beaucoup d'activités. Il a fait des passes qui comptaient. Moi, je l'ai vu beaucoup courir. J'ai vu beaucoup de cadrer, voilà, par exemple. Je l'ai vu pas mal dézonner, notamment en deuxième mi-temps, participer au jeu. Après, Riyad Mahrez en club et Riyad Mahrez en sélection, c'est pas le même. C'est pas le même. Et moi, là, je vais souligner ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le profil de Riyad Mahrez, là où il est vraiment très fort, c'est avec un attaquant qui est fixe dans la surface de réparation. Bounedjah, c'est un garçon qui fait l'essuie-glace, qui court partout, qui décale. Non, mais c'est un garçon qui a énormément d'activité. Et c'est pas qu'il n'a pas été à la hauteur. C'est que si tu prends son match, un vrai renard des surfaces. Ouais, mais à la rigueur, tu peux le faire jouer à deux devant avec une pointe et lui il tourne autour. Mais il a énormément d'activité, il a touché pas mal de ballons, mais très rarement dans le sens du jeu. Et à un moment donné, Riyad Mahrez, il est très fort dans une équipe quand il a un super attaquant. Quand il avait Slimani, il faisait des passes décisives. Quand il avait Vardy, quand il a Agüero, il fait des passes décisives. Du coup, le problème, c'est quoi? C'est la connexion avec Bounedjah ou c'est le système? Je pense que le système lui convient moyennement et que les joueurs autour de lui conviennent moyennement. Il est meilleur avec un attaquant de pointe fixe et pas un type qui se balade. Rentrer de l'or? Je pense que ça peut être une bonne idée, hein. Pour le coup, voilà. Alors il est décrié en Algérie, etc. Mais pour le coup, je pense que c'est une vraie solution pour Jamel Belmadi. Parce que voilà, on connaît la qualité d'Andy Delors, on connaît le joueur qu'il est, on sait qu'il va rester dans la surface, il va attirer tous les ballons sur lui. S'il peut jouer en pivot, il jouera en pivot. Riyad Mahrez a besoin d'un joueur comme lui. Pour briller. En plus, c'est un vrai battant. Il a fait un match de préparation très intéressant. Il est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'ai pas vu les matchs de préparation personnellement. Pour le coup, il a donné il a donné une très bonne impression pour le coup, le Delors, malgré le contexte. Alors juste, on va aussi peut-être se focaliser un petit peu sur l'adversaire qui était le Kenya. Il y a eu un message de Elton Mokolo qui était avec nous hier sur ce plateau, qui dit que ce Kenya-là, c'est un Kenya qui a posé des problèmes à la RDC il y a quelques mois encore. Ça veut dire quoi? Que la RDC était faible ou que le Kenya... Comment juger la prestation du Kenya fait avec tout ça? Le Kenya, c'est un peu le même problème que la Namibie et la Tanzanie. En fait, on n'a rien vu. C'est que c'est une équipe qui est restée très groupée, très refermée, en se disant qu'elle allait bloquer le plus possible et essayer d'obtenir le nul. Sur ce qu'on a vu sur les 2-3 fois où on les a vu remonter le ballon, ils ont des joueurs qui sont rapides, ils ont un bloc qui peut remonter vite, sauf qu'avec l'utilisation du ballon, quand tu es 2 joueurs contre 6, généralement tu le perds. Ouais. Donc c'est très compliqué d'analyser le Kenya sur ce match. Dans le jeu, j'attends de voir. Dans l'intention, dans les velléités, si l'idée, et là je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est de rester dans les 30 mètres pendant 1h30 sur 3 matchs, merci d'être venu et puis bonne soirée. C'est joué entre Kenya et Tanzanie pour la place meilleure troisième à ce rythme-là. C'est que ça veut dire. Sincèrement, au vu des autres groupes, je suis même pas sûr qu'ils fassent partie des meilleurs troisièmes. C'est vrai. 3 points, on peut passer. Ouais, bon, c'est faible. 3 points, tu peux passer. Après, on ne va pas faire match nul. Ça, c'est une autre histoire. Meilleur troisième, ça va jouer au goal average, encore une fois, on verra. Après, moi, je préfère pas faire de plans sur la comète. Certes, il y a des équipes qui sont supérieures à d'autres équipes, mais malheureusement, on sait très bien qu'à la Coupe d'Afrique, il y a toujours des surprises. Et même si le Sénégal est hyper favori, comme tout le monde le dit, etc., on rappelle qu'ils sont sortis... Le Sénégal est bien parti comme il y a 2 ans. Exactement. Donc, exactement. En espérant qu'ils ne terminent pas de la même manière parce qu'ils sont hyper fébriles. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Arriver en 8e ou en quart. Enfin, désormais, c'est les 8e. On en reparlera à la fin de la phase de poule parce que sur un seul match, on ne peut pas encore vraiment se provoquer. Ah, merci Raïm, enfin. Il a je vais t'expliquer. J'attends encore de me prononcer, de voir le reste des matchs des poules, mais j'ai quand même l'impression que sur cette CAN, le fossé entre les joueurs qui jouent en Europe et les joueurs qui jouent dans les championnats locaux, c'est énormément creusé en 2 ans. J'attends de voir le reste de la phase de poule. Quand on aura vu une vingtaine de matchs, on pourra se poser à avoir un constat plus intelligent. Mais j'ai vraiment l'impression, sur les équipes d'Afrique de l'Est que j'ai vues, des joueurs qui jouent soit en Zambie, soit en Afrique du Sud, soit au Bled, et que tu te retrouves face à des équipes bourrées de binationaux avec des mecs qui jouent en Europe depuis 10 piges, j'ai vraiment l'impression, en seulement 2 ans,
que le fossé s'est creusé de manière très importante. On en reparlera. Et j'espère que je serai invité pour en reparler. Avec plaisir. Mais sincèrement, ça m'a sauté aux yeux 2-3 fois cet après-midi, ce soir. J'attends de voir le reste de la phase de poule, mais faut avoir un concept global. C'est pour ça que je préfère attendre. On rappelle, programme la deuxième journée, Algérie-Sénégal, ça promet. Ah, c'est déjà une petite finale. Dans cette poule, on a vu de belles équipes, on va pas la rappeler. Je pense que c'est déjà un match qui sent la poudre. Et s'il y a une victoire entre le... Non, concrètement, pas, parce que les chronos, ils arrivent après. Alors non, pas trop vite. C'est même pas une question de pronostic. Moi, j'ai envie de voir un bon match. On sait qu'il y a des belles pelouses, donc il n'y aura pas ce problème de... Pour l'instant, la pelouse, c'est pas une excuse. Non, il n'y aura pas cette excuse-là. Il y aura des joueurs techniques des deux côtés. Voilà. Je pense que le Sénégal a une petite longueur d'avance sur l'Algérie grâce à son expérience et à son vécu. Mais après, ça va être un bon match. Je suis d'accord. L'Algérie me paraît, je l'ai dit, encore jeune et naïve par rapport au Sénégal qui a déjà 1 à 2 compétitions ensemble. Et puis, je pense même que tout à l'heure, on disait qu'ils ont raté énormément d'actions, le Sénégal, mais c'est une équipe qui s'est procuré des occasions. Je pense que l'Algérie, face à un bloc très regroupé, face à une défense de haut niveau, je suis plus sceptique sur sa capacité à se créer des occasions. En tout cas, sorti d'un petit jeu individuel, d'un exploit individuel. On rappelle quand même que Salif Sané a été blessé et on ne sait pas s'il pourra continuer la compétition avec le Sénégal. Peut-être joker médical qui sait. En tout cas, ça promet une belle affiche entre les deux. Alors messieurs, on va revenir quand même sur un fait marquant qui s'est passé hier. Après la défaite de la RDC face à l'Ouganda, on a eu droit à une vidéo des joueurs et du staff de la République démocratique du Congo. Je vous propose de regarder ça, après on revient pour en débriefer. On vient vers vous, on vient ce soir vers vous pour tout simplement présenter nos excuses pour ce match. C'est vrai que ça a été difficile, on a fauté. On voulait présenter nos excuses aux autorités et surtout au peuple, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'unité et c'est vrai qu'on vous a laissé tomber. Donc j'espère que c'est une bonne leçon pour nous. Et qu'il y a encore 2 matchs, on a encore besoin de vous, on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre support, donc continuez à nous supporter et on va rectifier le pas très vite. Dès demain à l'entraînement, on va se remettre au boulot et je pense que moi et les jeunes frères, on sait qu'aujourd'hui on a fait une grande erreur et je sais que c'est humiliant pour les 90 millions de Congolais et donc c'est pour ça qu'on vient vraiment vers vous avec toute sincérité, avec la main sur le cœur pour vous présenter nos excuses. Merci. On remercie nos amis de Léopard Leader Foot pour cette séquence qui a largement été diffusée sur les réseaux sociaux. Abdellah, on l'a vu cette séquence et ça nous a rappelé la Côte d'Ivoire sous Robert Gueye après une CAN totalement ratée, les visages marqués. On a vu là le capitaine Moulombo qui vient s'excuser, Florent Bengue qui est là vraiment stoïque, c'est hallucinant. Inadmissible. Après juste un match de foot. Après un match de foot, imaginez la pression qu'ont ces jeunes joueurs, leurs familles, venir comme ça s'excuser, des excuses publiques, mais non de compte à rendre à personne. À personne, et c'est pas la première fois. Ça me rappelle on l'a évoqué tout à l'heure avec Naïm, etc. Bah, c'est la Corée du Nord. Ça rappelle les pires régimes. Mais on est où? On est en 2019. Il faut absolument qu'on cesse ce genre, qu'on arrête ce genre de trucs. Pourquoi? Mais l'instrumentalisation, elle existe depuis la nuit des temps. Ouais. Voilà, le football, la politique, la frontière poreuse, le football, vecteur politique, social, économique. En Afrique, c'est encore bien pire qu'ailleurs. On sait pertinemment ce qui se passe aujourd'hui en Égypte avec Sisi. Voilà, la tête de gondole, c'est le sport, on contrôle tout de A à Z. Il faut qu'ils sortent grandis de cette compétition. Et avec la RDC, mais ce qui se passe, c'est inadmissible. Il faut absolument que, la CAF intervienne et que la FIFA intervienne pour éviter que ça se réitère. Parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Et encore une fois, on insiste, c'est seulement la première journée, c'est le premier match. Donc quelle pression on met à ces gamins? On rappelle quand même qu'il y a un match contre l'Égypte derrière. Mais c'est inadmissible. Tu politises la compétition. Ouais. Tu nationalises complètement la nation. Ce que je voudrais savoir, c'est si cette vidéo a été diffusée sur un média national en RD Congo. Alors, ou si ça a juste été diffusé sur Internet. Ça serait intéressant. En tout cas, ça a été
Si quelqu'un le sait, qui vous écrive, qui vous envoie un mail ou un message sur Aftercan, parce que moi ça me paraît fou. Ce qui est extraordinaire, c'est que la RD Congo, c'est un vrai pays de football. Sur les 6-7 dernières années, il y a un entraîneur, un sélectionneur qui est stable, qui en plus de ça gère un club qui participe régulièrement aux compétitions continentales. C'est un modèle d'alliage entre des joueurs binationaux et des joueurs des championnats locaux. Abdelhadi, ils ont perdu un match, ils ne sont pas éliminés. Les voir se soumettre comme ça, s'humilier, c'est une honte. Et puisque la FIFA a mis la CAF sous tutelle, puisqu'Ahmad Ahmad a saisi, le comité exécutif a saisi Infantino pour qu'on l'aide par plus de transparence, bien que la FIFA se saisisse du dossier, se penche un petit peu sur le cas de la fédération de la RD Congo et que les mecs soient dégagés, ni plus ni moins Manu Militari. C'est honteux ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui se passe s'ils sont éliminés de la compétition? On les fouette en place publique, c'est quoi? Moi, ce qui me fait vraiment mal, c'est qu'on oublie que c'est que du football, quoi. Ouais. Là, tu as l'impression que ces mecs-là ne sont pas footballeurs. Ils sont représentants, certes, d'une nation et qu'ils ont failli à leur devoir de remporter un match face à l'Ouganda. Oh, c'est du football, il y a deux équipes. Malheureusement, tu peux pas toujours gagner au football. Déjà, ils ont lutté pour se qualifier pour cette compétition. Ils viennent, certes, il y a beaucoup d'espoir au pays, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, c'est que du football. Ils ont perdu un match. Il leur reste encore 2 matchs. Ils ont la possibilité de se qualifier. Ça va certes être difficile face à l'Égypte, mais on n'a pas besoin de tout ça. Abdellah, un dernier mot avant de passer. Justement, faut véritablement se poser la question de savoir qui est à l'origine. Qui est à l'origine de ce qui s'est passé? Qui a ordonné? Qui a donné le signal? C'est inadmissible. Dans le prolongement de ce que disent mes camarades, ce genre de vidéo, si dans 6 mois, 1 an, vous allez voir un gamin en banlieue parisienne à Marseille en lui disant « Tu veux pas qu'on te nationalise pour jouer avec nous ?» Le gamin il vous fera un bras d'honneur, il se cassera en France. Avec ce genre de vidéo. Avec ce genre de vidéo. Ça, c'est tout sauf une pub pour les nationaux. Comment freiner l'entrée des nationaux? On va suivre avec attention le prochain match de la RDC, ce sera face à l'Égypte. D'ici là, il y a une journée, c'est ce lundi. Donc, il y a 3 affiches au programme. Vous connaissez maintenant la musique. Rejoignez-nous d'ailleurs sur Mon Petit Prono, la Ligue, le Challenge Aftercan, la Ligue Stade d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai marqué beaucoup de points bizarrement. J'ai marqué beaucoup de points, je pense que je vais remonter. Ah bon? J'étais 14e, je pense que je vais remonter. Donc, allez sur Mon Petit Prono, vous allez sur l'application, sur le site, vous créez un compte, ça prend 30 secondes. Ligue Stade d'Afrique, Challenge Aftercan, rejoignez-nous. Abdellah, je n'ai pas très bien classé. Hein. Ah bon? Pas bien classé. Juste, alors, on rappelle les affiches de demain, de ce lundi. Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Tunisie, Angola, Mali, Mauritanie. Tout rapide, Naïm. Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Abdellah, Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire. Victoire sans souci. Tranquille. Tunisie, Angola. Tunisie. Également. Tunisie aussi, face à l'air assez rapide. Oui. Mali, Mauritanie, peut-être une surprise? Moi, je vois bien un match nul. Je vois bien la Mauritanie arracher un nul. Match nul, d'accord. Ouais. J'aime cette équipe de Mauritanie. Allez, je mets ma pièce, une petite pièce sur la Mauritanie. C'est le cœur qui parle. Moi, je dirais le Mali. Donc ok, donc 2 nuls, une victoire malienne. Moi je suis neutre forcément comme tous les soirs. Exactement. Mais non, mais sur beaucoup, on est beaucoup, on est plus de 100 maintenant, attention. À d'autres. Ouais. Allez, rejoignez la Ligue en tout cas. En tout cas, messieurs, merci pour votre participation. Nous on se retrouve demain, même lieu, même heure. Vous avez vu 3 rencontres de choix. Je pense qu'il y aura encore des buts et des spectacles. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.